le département de la Haute-Savoie, nous avons à peu près 120 salariés, une vingtaine d'administrateurs, 6 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires, à peu près 500 personnes accompagnées et 13 établissements et services au sens administratif. Les PEP 74, je vous l'ai dit, c'est à peu près 100 ans d'existence et le premier établissement qui a été géré par cette association, c'est effectivement le Centre Vallon. Et sur la place anécienne, tout le monde connaît le Centre Vallon, mais peu de personnes connaissent les PEP. Voilà, c'est l'histoire, c'est comme ça. Moi, j'assure la direction générale depuis 2 ans et une de mes missions, c'est entre autres de faire exister les PEP, puisque les PEP gèrent d'autres établissements et services que le Centre Vallon. On est financé essentiellement par l'Agence régionale de santé et puis nous avons une activité financée par le département auprès d'éducateurs qui interviennent dans les écoles et les collèges. Nous sommes 4 directeurs, un directeur des IME, nous gérons 2 IME. Nous gérons également des services mobiles, c'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils vont dans les écoles, au domicile des personnes. Nous gérons tout dernièrement des équipes mobiles dont l'objectif premier, c'est d'accompagner les personnels qui travaillent pour l'éducation nationale, aussi bien des enseignants que des surveillants, etc., à mieux accueillir et accompagner des personnes en situation de handicap. Nous accueillons des personnes qui présentent des troubles cognitifs, des personnes qui ont une déficience visuelle sur la Haute-Savoie, mais aussi la Savoie. On intervient sur tout le département de la Savoie. Des personnes qui ont des troubles des comportements, c'est très moche aussi de le dire comme ça. Des personnes qui présentent des troubles du spectre autistique et des personnes en CESAD aussi qui présentent des troubles cognitifs. Le service déficient visuel que nous allons vous présenter, que les collègues vont vous présenter, a la particularité d'être une émanation, si on peut dire comme ça, du réseau régional PEP, puisque nous sommes, vous l'avez compris, affiliés à une fédération, structurée en union régionale. Alors on est en train de structurer l'ARPEP. Voilà, donc c'est quand même un très gros réseau. Et je sais pas, il y a à peu près une quinzaine d'années, Farid, 15-20 ans, enfin les collègues, que comment? Ouais, voilà. 2005, voilà, une bonne quinzaine d'années. Voilà, historiquement, c'était une grosse structure à Lyon qui accueillait les personnes qui venaient de toute la région, je caricature. Hein. Et on est aujourd'hui ce qu'on appelle dans un processus, là aussi, encore un gros mot, de désinstitutionnalisation. On n'a pas le temps, mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence d'où nous venons et du principe de grand renfermement. C'est un processus de transformation du secteur médico-social, puisque nous relevons principalement du secteur médico-social. Mais historiquement, ce sont les associations qui se sont regroupées, qui avaient des enfants en situation de handicap. C'est les premiers établissements qui ont vu le jour voilà, il y a bientôt une 50aine d'années. Et nous, aujourd'hui, nous œuvrons les uns et les autres aux places que nous occupons, différentes, mais pour une société plus inclusive, plus solidaire et plus ouverte pour les personnes à besoins particuliers ou autrement dit en situation de handicap. Voilà. Et le service, je passerai la parole aux collègues, le service participe à cette transformation d'un établissement dans les murs à Lyon à des services éclatés sur les départements et nous œuvrons dans les écoles et les établissements ou centres de loisirs, culture, etc. Voilà. Présentation rapide. Le service de CESAD s'appelle le S3AS, l'aide à l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation. C'est un CESAD qui accompagne en tout cas 58 enfants sur les 2 départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il émane d'un réseau dont parlait M. Bousquet, d'un réseau régional qui s'est décentralisé. Et M. Bousquet parlait de désinstitutionnalisation, donc c'est l'évolution des politiques publiques qui nous pousse à désinstitutionnaliser. Ça ne veut pas dire vider les établissements et plus personne, ça veut dire simplement qu'on a pour parti pris de dire qu'un enfant en situation de handicap qui pourrait rester dans le droit commun, notamment la scolarisation par exemple, avec une compensation, alors il n'a pas à être dans un établissement spécialisé. Voilà. Donc ça c'est un parti pris très prononcé de l'association. Concernant donc, ce service, alors il accompagne 58 enfants sur les 2 départements, mais de 0 à 20 ans. Et puis, donc les professions, alors on a des enseignants qui travaillent avec les enfants. Alors le service travaille sur tous les lieux de vie de l'enfant.
que ce soit l'école, le sport, le loisir, la culture, à la maison, avec des enseignants qui adaptent les livres scolaires, enfin qui travaillent sur l'adaptation des outils scolaires. On a des ergothérapeutes qui sont des spécialistes sur le travail entre les habitudes de vie au quotidien et l'autonomie, une orthoptiste qui est sur la partie dépistage, rééducation, réadaptation de la vision fonctionnelle et visuelle. On a des instructrices de locomotion. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter, puis après je passerai aux autres métiers. Donc Ingrid Goujon. De locomotion, c'est vraiment un métier qui est spécifique à la déficience visuelle, parce que donc, on va accompagner les jeunes dès la marche, donc là jusqu'à 20 ans pour le service et au-delà aussi. Donc pour les accompagner dans les déplacements, pour qu'ils puissent se déplacer d'un point A à un point B en sécurité, avec aisance. Donc en sécurité par rapport aux traversées et après donc ils peuvent aussi utiliser les transports en commun. Donc ça va vraiment être tout ce qui concerne les déplacements. J'interviens aussi au niveau de l'accessibilité, donc des ERP, les établissements recevant du public. Donc ça peut être le cas pour les collèges, tous les établissements où les enfants vont aller. Voilà. Et donc après, l'instructeur de locomotion, c'est les déplacements, et puis aussi quand ils sont tout petits, c'est tout ce qui est découverte de l'environnement, qu'ils aient conscience de l'environnement qui les entoure, parce qu'après, ils vont devoir s'y déplacer. L'ergothérapie, déjà, j'ai 2 gros mots dans mes professions, peu de gens connaissent. Donc en fait, c'est maintenir ou développer l'indépendance ou l'autonomie de la personne dans le quotidien, que ce soit sur le plan scolaire, professionnel. Voilà. Et puis l'instructrice d'autonomie de la vie journalière ou AVGiste pour raccourcir un petit peu. C'est un métier qui est spécifique comme l'instructrice de locomotion. Et donc on va, avec la personne, lui apprendre une organisation, des méthodes et des techniques et des aides techniques spécifiques à la déficience visuelle pour que la personne soit autonome dans son quotidien. Donc ça va, comme on suit des personnes de 0 à 20 ans, moi je suis amenée à aller au domicile, dans les crèches, donc ça va de développer l'autonomie du jeune enfant au niveau alimentation par exemple, jusqu'à le jeune adulte au niveau professionnel. Voilà. Donc le champ est très très vaste. Nous avons des psychomotriciennes qui travaillent sur toute la conscience du corps et de son environnement. Ça peut être la latéralité, droite-gauche, ça peut être la tonicité musculaire, le relâchement musculaire, de la motricité fine, comment tenir un stylo, comment écrire. On a également des psychologues. Alors les psychologues, c'est des personnes qui permettent aux familles de travailler sur l'acceptation du handicap et puis de travailler sur les angoisses aussi qui sont liées à l'évolution, l'orientation, quand les enfants grandissent. Et puis on a aussi des éducatrices spécialisées qui sont plus sur des interventions autour des interactions sociales dans l'environnement, donc des groupes de travail, des sorties un peu plus ludiques, où l'idée étant de travailler notamment sur ces interactions sociales avec l'autre. Voilà. Simplement pour vous dire, 58 enfants accompagnés et aujourd'hui 26 enfants sur liste d'attente. Donc il y a encore de la demande. L'instructrice de locomotion. Oui. Je voulais savoir avec quels outils je travaille du coup. Sur quels outils vous reposez pour faire ça, avec quoi, comment ça se passe? Alors on va déjà, en premier lieu, on va beaucoup travailler la représentation mentale. Donc ça va être, comme je disais, quand ils sont tout petits, et puis toute leur vie après, ça va être de vraiment se représenter leur environnement. Donc ça, vous allez avoir une petite initiation à ça avec Anne-Sophie. Parce qu'en fait, nous, on le voit, notre monde, en un quart de seconde, on arrive à comprendre ce qui nous entoure. Et justement, comment vous travaillez là-dessus? Alors, ça va être de l'expérimentation surtout. Donc, si on parle des animaux, c'est d'aller au contact des animaux, d'aller les toucher, d'aller vraiment explorer, les décrire. Dans la rue, ça va être d'expliquer les sons qu'ils entendent. S'ils peuvent aller les toucher, on va beaucoup passer par l'audition et le toucher. Voilà, d'accord. Voilà. Et après, dans les déplacements, moi je vais utiliser la canne blanche. Donc, apprendre à l'utiliser parce que c'est pas, il y a une technique, c'est pas inné.
Et puis après, s'ils veulent après un chien guide, je vais travailler également avec le chien Justement, guide. est-ce que vous travaillez avec des animaux avec Alors, s'ils ont... En fait, nous, on n'a pas de centre pour le chien guide. Après, ils vont dans une école, soit la plus proche, c'est à Lyon, sinon en Suisse. Et donc après, une fois qu'ils ont leur chien qui est éduqué déjà, donc moi je les accompagne avec le chien. Alors l'école, c'est à partir de 12 ans. Ouais. C'est la seule en Europe, elle est à L'Isle-sur-la-Sorgue. Donc on a la chance, c'est pas si loin pour l'Europe. Voilà. Après, sinon, il y en a, je crois, 9 en école pour le milieu adulte. En fait, ce que je voulais vous présenter, c'est donc la technique de guide. C'est la première technique qu'on apprend aux personnes déficientes visuelles. Ça permet en fait de se déplacer avec elles en sécurité. Donc en fait, c'est nous qui allons jouer le guide pour ces personnes voilà, quand elles en ressentent le besoin, quand elles arrivent dans un lieu inconnu ou quand, je ne sais pas, après à l'avenir, si vous les croisez dans la rue et que vous souhaitez les aider, ben, voilà, vous pourrez le faire avec cette technique. Donc ça me semblait utile de vous la transmettre. Voilà, le côté droit. Donc là, déjà, le guide, lui, il va se placer devant plutôt que derrière. Parce que des fois, on a tendance, beaucoup, quand on veut aider quelqu'un, à le pousser et puis allez-y. Sauf que c'est un peu angoissant. Enfin, les personnes qui seront volontaires, vous allez comprendre que c'est quand même mieux d'avoir une personne devant soi. Donc l'idée, ça va être que le guide va se placer un pas devant. Donc il va jouer un peu le rôle de la canne, en fait. Parce que... Donc la personne peut quand même avoir sa canne dans sa main pour se signaler. Donc du coup, l'idée, on va se déplacer comme ça, toujours un pas devant, et après, en fait, on va utiliser des codes corporels. Donc il y en aura 3. Donc il y aura, le premier, ça sera le ralentissement. On va ralentir pour tout ce qui est changement de direction, pour les pentes, voilà, pour tout ce qui peut déranger dans le déplacement. Donc changement de direction, changement de texture au sol. Et donc ça c'est le premier code. Après le deuxième code, ça va être juste le passage étroit, donc le bras dans le dos. Donc c'est pareil, là on place la personne derrière pour qu'on la protège en fait. Parce que si on la met devant et c'est toi qui fais le passage. Ouais, voilà, qui libère le passage, c'est pas très rassurant non plus. Donc la personne va se mettre derrière, pareil, donc ça va être pour passer des portes, donc là on va le faire. Ça va être, si on est sur le trottoir, forcément on prend la place de 2 personnes, donc hop, on la met derrière si on croise quelqu'un d'autre. Voilà pour le passage étroit. Et donc pour le dernier, c'est l'arrêt. Donc on va le faire devant des escaliers. Donc on note un arrêt avant les escaliers et à la fin des escaliers pour expliquer qu'il y a des marches. Le début et la fin. Voilà. Et donc le but de cette technique, en fait, c'est de ne pas avoir besoin de verbaliser. Vous n'avez pas besoin de dire attention, il y a une marche, on peut parler d'autre chose, quoi. Voilà, donc et puis la personne est actrice, c'est elle qui me tient, c'est pas l'inverse. Voilà, donc si elle veut lâcher parce qu'elle se sent pas en sécurité, elle peut. Voilà. Mais c'est vrai que dans les anecdotes, il y a aussi des fois justement, par rapport au fait que les personnes des fois elles se font tirer, c'est qu'une personne une fois attendait devant le passage piéton. Donc c'est en ça où il vaut mieux lui demander quand même si elle veut de l'aide, parce que la personne, elle est arrivée par derrière, elle l'a poussée jusque pour traverser. D'un seul coup, la personne, elle dit « mais je veux pas traverser ». Et elle l'a laissé au milieu du passage piéton et puis elle est partie. Donc du coup, il se retrouve bien au milieu du passage piéton. Oui. Alors là, par exemple, je ralentis, parce que vous passez sur le tapis, donc on change de texture, d'accord, pour pas que ça vous surprenne. Voilà, c'est faire confiance à vous. On a changé au niveau de la structure au sol. Est-ce que vous sentez ce que c'est? Ah oui, oui, oui. Bon, ok. Voilà, il y a un tapis. Là aussi, on change. Ici, avec votre main gauche, longez ma main, longez mon bras, comme ça vous trouvez le passage de la main.
Oh, pardon, pardon. À quoi ça vous fait penser la menthe? Alors, je vais vous donner mon expérience. Moi, la menthe, ça me fait penser à la fabrication de sirop de menthe que je fais avec mes enfants. Voilà ce que ça me fait penser. Est-ce qu'il y a des personnes autour de la table qui veulent partager leur expérience? Ça me fait penser au verre. Feuille de menthe. La feuille de menthe. Bah, c'est mon jardin. Dans votre jardin? La feuille de menthe. L'odeur. L'odeur, ok. Le verre. La couleur, La d'accord. couleur, oui. D'autres choses différentes? Le thé. L'huile essentielle. Le thé. Le thé? Alors, est-ce qu'il y en a qui vont partir sur le jet? Le Morito. Morito avant la piscine. Ça marche. Ça marche. Et très allongé. Une belle image de cet été au bord de la piscine avec le Morito. C'est votre représentation, Du moment. monsieur le directeur. Nous attendons l'invitation pour l'été prochain. J'ai des beaux pieds de menthe à la maison. Donc vous voyez qu'en fait chacun a son expérience et chacun donne quelque chose. Donc certains ça va être une odeur, d'autres une couleur, d'autres une expérience. Donc c'est différent pour chacun. Et ça c'est par l'expérience que vous avez pu vous forger cette représentation mentale de la menthe. Donc avec nos jeunes, c'est ce qu'on va travailler avec eux. Donc ça c'est sur tout le quotidien. Donc ça peut être la menthe, mais ça peut être autre chose. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous demander la représentation mentale de la tour Eiffel. Alors là, théoriquement, on part un peu moins dans l'imaginaire. Grand La boule de neige. Un grand mécano. Alors, voilà. Il y en a qui vont partir sur la boule de neige, ok. Porte-clés, d'accord. La fusée. Moi, c'est la vraie tour Eiffel. Fusée. C'est la vraie tour Eiffel. La vraie tour Eiffel. Voilà. Alors, pour nos jeunes, c'est des choses, ça. La menthe, ça va être facile. On va pouvoir la toucher, la sentir, la préparer. La tour Eiffel, c'est compliqué. Parce que c'est des grands monuments. Et nous ne sommes pas parisiens. Donc, pour aller à la tour Eiffel, il faut se déplacer, leur montrer une image. Pour certains, ils vont avoir accès, d'autres non. Mais même s'ils ont accès à une image, il va y avoir les dimensions. Ça va être compliqué. Donc, là, pour eux, ça serait expérimenter la hauteur. Voilà. Imaginez de prendre l'ascenseur et monter tant d'étages ou prendre des escaliers. Mais tout ce qui est grand volume ou imaginaire, comme les nuages, le soleil, ça, c'est des choses qui sont compliquées à expliquer au niveau de la représentation mentale. Voilà. Donc ça, on travaille tous les jours, différents professionnels le travaillent, et on essaye de rebondir sur les expériences des enfants. Une deuxième expérience, alors j'ai pas pris le tableau, mais vous allez essayer de vous imaginer, sur la représentation mentale des objets. 2, 3, 4. Donc ça, c'est un dessin d'une personne aveugle de naissance qui pourrait nous le faire si on lui demande le dessin de quelque chose. Un bateau, un escalier. Un escalier avec une porte. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Un siège, d'accord. Un voilier. Alors ça va être la représentation d'un bus, en fait. Les anciens bus, alors maintenant il n'y a plus d'escalier, mais ça c'est la représentation en fait des escaliers. On va monter les marches. Et ça c'est quoi ça? C'est la... Voilà, La barre. la barre. Pour se tenir. Parce que soit la personne est assise, soit elle tient la barre. Donc c'est la représentation qu'ils vont pouvoir nous faire. Nous, on va faire un joli rectangle avec des belles fenêtres, et voilà. Mais eux, pour eux, c'est pas ce qu'ils vont avoir en représentation. C'est leur vécu, en fait. Alors là, il n'y a toujours pas besoin de se lever. On va faire une petite expérience. Moi, je travaille beaucoup sur le quotidien des personnes, donc que ce soit sur le milieu scolaire ou à la maison, sur le milieu professionnel. Voilà, ça peut être très varié. Pour les personnes qui le souhaitent, alors, soit il y a les bandeaux, on va faire simplement, juste en fermant les yeux. Donc, les personnes qui souhaitent participer, je leur demande de fermer les yeux. Et si vous avez votre sac à main à côté de vous ou votre portefeuille, je vais vous demander de me sortir, toujours en fermant les yeux, 1,50 € et un billet de 20. Ne vous inquiétez pas, je ne passe pas avec le chapeau. Toujours en fermant les yeux.
Alors, je vois des petites choses à ma table qui se passent. Alors comment vous avez fait? J'ai touché, et là c'était plus petit, je me suis dit que c'était plus grand. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour les billets, en fait, tous les billets ont une couleur différente et une taille différente. Voilà. Et pour reconnaître, en fait, pour les personnes en cécité, voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, La texture est un peu différente. la texture, non, c'est pas la texture. Oui, après, c'est des billets, plus vous allez. Le 5, c'est un billet qui est couramment utilisé. Voilà. Mais normalement, c'est le même papier. C'est pas la texture du papier. Par contre, c'est la taille. On va se repérer par rapport aux doigts. Comme ils ont une taille différente, on va pouvoir prendre un repère. C'est-à-dire que là, mon billet de 20, il va arriver au niveau du majeur. Le billet de 10, il va être un petit peu en dessous de l'ongle. Et le 5, en dessous. Voilà. Voilà, un repère. Et après, en fait, on va s'organiser dans le porte-monnaie. On va classer 5, 10, 20, pour pas toujours à chercher. Voilà. Donc ça, c'est pour les billets. Et pour la monnaie, toutes les pièces, en fait, elles ont une taille ou, je sais pas si vous avez remarqué, une tranche. La tranche, elle est différente. Elle est 50, elle est canée. Elle est crantée. Alors voilà, il va y avoir des stries larges ou des stries fines, des côtés lisses, une tranche lisse, ou alors la pièce de 2 centimes, c'est comme des rails de train ou comme si elle était coupée en deux. Vous regarderez, en fait, vous pouvez passer un angle tout au long de la tranche. Ouais, sur la 2 centimes. 1 centime c'est lisse, 2 centimes c'est coupé en deux, 5 centimes c'est lisse, 10 centimes c'est strie large, et ainsi de suite. Il y a un code, et après, il y en a qui peuvent la reconnaître aussi, effectivement, au niveau de l'épaisseur, au niveau des 1, 2, 5, elles sont plus fines, mais c'est surtout la tranche sur laquelle on va pouvoir les reconnaître. Ça a été fait volontairement? Oui, en fait, la taille des billets, la couleur ont été étudiées, et également, en fait, la taille des pièces et la tranche des pièces. Je ne connais pas suffisamment. Et après, en fait, il peut y avoir des petites aides techniques comme ça, comme les porte-monnaies, voilà, pour le passage de l'euro, où du coup, ils sont encore beaucoup utilisés en fait pour nos jeunes. Où là on va pouvoir classer et ça nous évite une fois en magasin de rechercher et d'être rapide. Voilà, parce que le but c'est d'être rapide. Mais voilà, vous ne regarderez plus vos pièces de la même manière, vous ferez plus attention la prochaine fois.